Une autre vie s'invente ici. Et dans ce numéro d'Une autre vie s'invente ici, nous allons partir dans les hauteurs de Molo, en Alsace, à la rencontre de Francis et Monique Schirk, les propriétaires de la ferme du Runzenbach, et également Anne Willig, qui est la présidente de l'association Autour d'une ferme pour un paysage partagé. Tout d'abord, Francis va nous parler de l'historique de la ferme. Oui, ça fait 40 ans qu'on s'est installé. On n'est pas issus du milieu agricole, Monique et moi. Et on a choisi le village de Molo parce que d'une part, il nous a accueillis et qu'on s'est installé sur des terres communales qui étaient totalement friches, qui étaient abandonnées depuis 40-50 ans. Donc à l'époque, vous exploitiez cette ferme avec il y avait des chèvres, donc. Nous avons créé cette ferme puisque cette ferme n'existait pas. On a commencé avec des chèvres et progressivement nous nous sommes orientés sur de la vache laitière pour en fabriquer du fromage. C'est mon épouse Monique qui faisait la transformation. Moi je m'occupais de l'élevage. Cela pendant 35 ans avec en annexe de temps à autre un troupeau défricheurs de chèvres. Donc il y a 6-7 ans on a abandonné cette production de vaches laitières pour des questions de santé. Et on s'est réorienté sur des brebis allaitantes. Donc nous sommes des jeunes éleveurs de brebis allaitantes et nous produisons donc on propose des colis d'agneaux. Alors on est sur les hauteurs de Molo. Est-ce que la ferme, les murs existaient ou est-ce que vous avez tout bâti ? Et rien n'existait du tout. On a le premier engin qui est venu, c'était un bulldozer pour faire un petit peu une plateforme pour pouvoir construire notre ferme. Et nous avons vécu en caravane, en roulotte pendant 7 ans avant de construire notre maison. On a privilégié d'abord l'outil agricole. On a réalisé tout quasiment en autoconstruction. Vous avez eu de l'aide à l'époque ? Il y a toujours des aides, il y a les aides classiques, il y a les aides à l'installation, bien sûr, qui vont pas sans dire, qui ont des fois des effets un peu pervers, parce que pour toucher des aides, il faut réaliser des investissements, pour payer les investissements, il faut augmenter les productions, et donc pour gérer l'augmentation des productions, il faut souvent agrandir le parcellaire, etc. Donc c'est pas forcément toujours bienvenu, même si on est plutôt attiré pour prendre ces aides au départ. On est dans un environnement très boisé. Quelle est la surface de l'exploitation ? On travaille actuellement sur 125 hectares de terres qui sont pour la plupart des terres qui appartiennent aux communes, la commune de Storkenzon et la commune de Molo. Nous avons très peu de foncier en propriété, peut-être 3-4 hectares que nous avons dû acquérir par la force des choses. Voilà, c'est essentiellement des terres collectives. Ah, pas propriété collective. Le paysage était déjà le même il y a 40 ans ou il a changé autour de vous ? Non, le paysage, il a fort heureusement changé puisque c'est un peu le fruit de nos efforts. Donc, il y a 40 ans, quand nous avons pris ces terres en main, elles étaient entièrement boisées, soit par des aubépines, des noisetiers, des chênes, enfin bref, le paysage était entièrement fermé. D'ailleurs, la forêt commençait même à envahir le village et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que nous avons été accueillis dans ce village. Le maire de l'époque, Adrien Andrès, était un petit peu déjà visionnaire puisque il nous a accueillis pour qu'on travaille sur une ouverture paysagère autour du village qu'il avait en gestion. Vous avez un double regard parce que vous avez été également élu dans la commune de Molo. Ce travail, vous avez une vision globale, pas uniquement sur l'exploitation mais sur le village ? La gestion de l'espace, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Le paysage, c'est quelque chose qui m'attire profondément. Et donc, effectivement, j'ai toujours eu cette envie de travailler sur des grands espaces, mais aussi de ne pas y travailler seul, parce que je considère qu'on ne peut pas avoir un regard seul et unique d'une seule personne, comment aménager tel ou tel secteur, surtout quand on travaille sur des espaces communaux. Voilà, donc réouvrir des paysages, ça nous a aussi permis de repartir
de partir à la redécouverte d'arbres patrimoniaux qui étaient devenus invisibles dans l'espace molovien. Et c'était pour nous des expériences très fortes que de réouvrir autour de ces arbres patrimoniaux pour leur redonner un peu un second souffle et d'inviter les gens du village, les villageois à reprendre un peu possession de leur espace qui les entoure, de laisser un petit peu leur télé de côté pour reprendre un petit peu, refaire des promenades autour du village avec des belles vues. Alors c'est d'ailleurs face à ce constat de se trouver un petit peu seul pour gérer un patrimoine tel que cela que vous avez créé l'association il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Alors on est avec Anne Willy, qui est la présidente de l'association Autour d'une ferme pour un paysage partagé. C'est vraiment ce constat qui a fait que l'association s'est créée? Oui, tout à fait. Alors, on existe maintenant depuis une petite quinzaine d'années et au départ, effectivement, venir en soutien à la demande des fermiers, venir en soutien à Francis et à Monique, mais également venir au soutien à la ferme. C'était également important. Alors, les bénévoles interviennent de différentes façons. On a, par exemple, des chantiers qui ont été organisés, qui sont toujours encore organisés, réparation d'une toiture, défrichage, aide à la clôture, voilà, différents petits chantiers comme ça, mais également tout un travail autour de la réflexion sur la transmission, sur la suite, puisque Francis et Monique n'ont pas d'enfants qui reprennent cette ferme, donc on va la réfléchir autrement. C'est également une aide qui est arrivée il n'y a pas longtemps suite à l'accident de Monique, une aide financière, donc un appel à dons pour pouvoir maintenir cette ferme. Donc on a mobilisé beaucoup de monde pour pouvoir maintenir cette ferme et depuis il y a également eu un changement de cheptel, donc passer, ce que disait Francis tout à l'heure, passer de la vache au mouton. Voilà un petit peu le travail qu'organisent les bénévoles, mais pas que. On fait aussi de l'accueil de public. On a les contes à la ferme en été, donc on accueille du public. C'était aussi important de faire découvrir aux gens, aux villageois, mais également aux autres personnes, ce qui est possible et ce qui se fait ici. Donc nous, au départ, on était soucieux évidemment de ce qui se passait ici, c'est pour ça qu'on s'est regroupés, et là, on a envie de le partager. Alors, vous allez le partager également lors d'une journée spéciale, le 16 octobre. Oui, alors cette journée est une grosse journée de 2 ans et demi de travaux en amont. Avec Terre de Liens et également le Parc des Ballons, puisqu'on a participé à un concours pour initiative citoyenne. Donc on a décroché du coup un petit budget pour organiser cette journée. Et en amont, donc le travail a été de réaliser vraiment un constat sur ce qui se passe ici, avec tout un historique, une fresque historique sur les terres, sur le paysage, sur le travail effectué, sur les animaux, sur toutes les personnes qui interviennent au niveau de cette ferme, et on envie de le partager et donc l'ouvrir aux villageois, l'ouvrir aux propriétaires des différentes terres sur lesquelles Francis met ses animaux et sur lesquelles il fait de l'herbe, du foin, mais également partager avec des élus pour vraiment revaloriser cet endroit et le faire connaître pour la suite, pour la reprise. Donc ça sera le 16 octobre à la ferme. Ça sera le 16 octobre à la ferme. Voilà, on est en train d'y travailler, on s'organise, c'est une grande journée et puis on aimerait bien accueillir un maximum de monde pour cette journée-là. Alors on y parlera lors de cette journée des enjeux de l'agriculture de montagne. Il y a plusieurs problématiques que vous allez aborder, notamment les friches. Oui, bien sûr, il y a les questions de réouverture, l'entretien des friches, comment pouvoir les gérer, etc. Quel sens donner à ces ouvertures paysagères, parce que voilà, et il s'agit aussi de poser les vraies questions. Est-ce qu'on fait des ouvertures paysagères juste pour le confort des citoyens qui veulent aller se promener, c'est donc qui consomment le paysage, ou est-ce qu'on fait aussi des ouvertures paysagères pour faire de l'élevage, pour faire pratiquer de l'agriculture, pour produire de la nourriture, pour pour revenir un petit peu à nos racines. La question de l'autonomie alimentaire sera bien sûr aussi évoquée, puisque on sait aujourd'hui quelle surface il faudrait entretenir ou cultiver dans notre vallée pour qu'on ait une autonomie alimentaire localement. Il y a aussi la question, ou plutôt un besoin, c'est un besoin qui existe depuis
très longtemps sur notre ferme, c'est de sensibiliser les villageois et les gens en général de ce que c'est que l'élevage en montagne, qu'est-ce que c'est l'agriculture de montagne, et de chercher à relier ces gens au terroir, de les faire évoluer dans leur situation de consommateurs, qu'ils deviennent, bien sûr c'est un mot maintenant qui est bien courant, qu'ils deviennent consommateurs, mais qu'ils peut-être créent des liens plus concrets avec les éleveurs, qu'on n'abandonne pas le rôle de produire de la nourriture à quelques individus qui représentent à l'heure actuelle moins de 2% de la population active. Il faudrait faire venir d'autres éleveurs. Ça, c'est une question qui pose débat, parce que mes collègues agriculteurs, ils vont peut-être réagir en disant non, il n'y a pas de place pour d'autres éleveurs, les surfaces ne le permettent pas. Mais peut-être que la réponse, elle est... Je n'ai pas de réponse, mais je n'ai que des questions. Mais peut-être qu'on peut aussi réfléchir comment créer, comment installer d'autres agriculteurs. Comment installer de nouveaux agriculteurs? Est-ce qu'il faut que tous doivent être sur des grandes surfaces, telles que celles que nous avons actuellement? Voilà, tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir collectivement, avec les élus, avec les habitants. Une des autres problématiques, c'est également le scolite. Je crois que du scolite, il y en a eu régulièrement. Il y a eu des passages. On a connu ça déjà il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, il y a une recrudescence de ce phénomène-là. On pense que ça peut aussi être lié vraisemblablement au réchauffement climatique. On a eu quand même 3 années de sécheresse consécutives qui ont été très très dures pour nous éleveurs, mais aussi pour la forêt. Il faut s'interroger de façon très très urgente sur ça. Nous avons des centaines d'hectares de pâturages qui ont été abandonnés il y a 50 ans, qui ont été reboisés avec de la monoculture, et du coup la biodiversité elle manque, et forcément ça peut développer des formes de maladies. Mais peut-être qu'il faudrait aussi, dans ces moments de bouleversement climatique, il faudrait de façon urgente s'interroger, alarmer les élus sur le risque d'incendie qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas au bord d'une mer où les canadaires peuvent aller puiser l'eau. Nous habitons dans la vallée de Saint-Amarin, qui est la vallée la plus boisée d'Alsace. Je crois qu'il y a près de 70% de la surface de la vallée qui est boisée. Ce sont des forêts qui sont très denses, énormément de résineux. Une étincelle là-dedans, quand on est en période de canicule, et des hectares de forêts qui sont des arbres morts à cause du scolite, je crains qu'on puisse maîtriser. Et il faudrait peut-être anticiper aujourd'hui, en associant éventuellement des éleveurs, en créant des coupures dans la forêt. Je ne sais pas, il faudrait aller voir dans le sud, mais c'est aujourd'hui qu'il faut aller voir. C'est pas au moment où les incendies se déclarent. Alors on l'évoquait avec Anne également, la problématique de la transmission également de votre savoir-faire, de votre travail. Comment vous l'envisagez, cette transmission ? Oui, je crois que la question de la transmission, c'est une question où les réponses, on n'a pas de réponse toute faite. Déjà, quand on arrive en fin de carrière, alors qu'on a vécu, qu'on s'est complètement enraciné dans un lieu, pour un agriculteur quel qu'il soit, ce n'est pas évident de quitter la ferme pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la structure foncière de la ferme augmente les difficultés d'une transmission, parce qu'on a une multitude de petites parcelles qui appartiennent à des propriétaires privés, et du coup la transmission en un bloc est souvent difficile, parce que d'autres collègues agriculteurs qui pensent que la solution et l'avenir est toujours à l'agrandissement sont là sur les rangs pour essayer de récupérer, et malheureusement dans le monde agricole on raisonne souvent plutôt agrandissement que installation, même si officiellement le discours c'est toujours de dire il faut installer. Mais en réalité, depuis que moi je suis agriculteur, je vois bien que on n'installe pas, mais on s'agrandit. C'est la règle. Et donc effectivement, les solutions,
Est-ce qu'il faut installer un ou plusieurs jeunes? Est-ce qu'il faut revoir complètement le fonctionnement d'une ferme et partir sur quelque chose qui est de plus de la polyculture élevage, même dans des zones qui sont très très difficiles à travailler? Est-ce qu'il faut créer des communautés de vie? Peut-être il faut réinventer, il faut être à la recherche. Et puis je crois que Monique et moi, on est ouverts, on est ouverts à réfléchir collectivement sur le devenir de notre ferme. Mais notre ferme, c'est pas la seule. Dans 10 ans, dans une dizaine d'années, dans la vallée de Saint-Amarin, un bon nombre d'agriculteurs seront dans la situation dans laquelle nous, on est aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, depuis 40 ans, il y a eu une ouverture du paysage. Quels en ont été les impacts positifs ? Je crois que les impacts positifs sont déjà à la création de biotopes. On a sur un versant qui est là devant nous, on a une 60aine d'hectares d'un tenant qui sont divisés en plusieurs parcelles, où on a des ambiances qui sont très différentes d'une parcelle à l'autre. On a recréé des ambiances, des forêts, des îlots de forêt qu'on a conservés, des arbres qu'on a conservés, des arbres aussi bien des arbres morts que des arbres patrimoniaux. On a réouvert des circuits de promenade. On a permis aussi à pas mal de villageois, il y a encore quelques années, à faire du bois, à faire leur bois de chauffage. On a aussi permis à la chaufferie communale de s'approvisionner en énergie bois. Voilà, les conséquences. On permet à un troupeau, aujourd'hui c'est des brebis, de vivre d'une pâture qui est très très diversifiée. À l'époque où on faisait du fromage avec notre lait de vache, on arrivait à produire un fromage qui était de goût très différent selon l'endroit où pâturaient les vaches. Alors on va donner la parole également à Monique, qui est la fromagère. Alors qu'est-ce qu'ils ont de typique vos fromages ? Alors, j'ai eu le grand bonheur de faire des fromages à partir d'un lait issu de nos pâtures, très diversifié, avec une flore très excellente. Et ces fromages ont obtenu maintes fois des prix au niveau régional. Et je ne dis pas ça par fierté, mais parce que c'est encore aujourd'hui, alors que ça fait maintenant 10 ans que nous ne faisons plus de fromage, il y a encore des gens qui viennent me parler de mes fromages. On peut dire que vous n'êtes plus seul finalement à la ferme, vous travaillez aussi pour le collectif, pour le village, pour les gens qui sont autour. Mais bien sûr, bien sûr. Notre production, bien sûr, c'était quelque chose d'important en termes de nourriture, mais aussi en termes presque de dons aux autres. Alors comment vous voyez l'avenir de la ferme alors ? Moi personnellement, j'aimerais rester liée à cette ferme. Et j'imagine par exemple, je suis déjà à la retraite, mais je m'imagine que je pourrais œuvrer dans l'association en tant que bénévole quand je n'y serai plus. Et par exemple, faire des ateliers d'animation. Je fais de la peinture. J'ai aussi envie de faire du pain. On a ici un four à pain. Et je verrais bien des petits ateliers, toujours pour pouvoir transmettre et relier des personnes. En fait, ce côté social m'intéresse beaucoup. Alors on le voit, Anne, l'association est dynamique, ne manque pas de projet. Se projette aussi dans l'avenir ? Oui, ce projet est en avenir, mais je voulais juste reprendre par rapport à ce que disaient Francis et Monique. Je crois que l'association va se porter garant de cette reprise pour que les personnes qui vont être là par la suite vont travailler dans le même respect et dans le même esprit que ce qu'ils ont fait depuis toutes ces années. Oui. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous suit et qui nous porte. Alors, pour conclure, on va terminer en parlant du programme de la journée du 16 octobre à la ferme. Il y aura 3 ateliers, Francis. Oui, il y aura 3 ateliers qui seront proposés. Donc le premier atelier serait d'échanger, de discuter sur les aménagements paysagers, lecture paysagère,
Le paysage a fortement évolué quand même ces 50 dernières années, le foncier, la construction, l'urbanisation, etc. Donc voilà, il y aurait un atelier qui traiterait un petit peu de ce sujet-là, où il y aurait des échanges. Le deuxième, ce serait sur quelque chose qui préoccupe quand même tout doucement un peu tout le monde, c'est ce changement climatique, réchauffement ou pas, mais en tout cas changement certain. Donc voilà, un thème autour de ça. Et le troisième, c'est sur la question de l'autonomie, la question on peut parler autonomie d'ailleurs, je vais juste rajouter encore un mot là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a l'autonomie alimentaire de la vallée, mais il y a aussi l'autonomie proprement dit des fermes en elles-mêmes, celles qui existent aujourd'hui. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de céréales qui sont achetées en plaine ou ailleurs, ou voire plus loin. Quel est le sens qu'on peut donner à ça? La balade, on en parle également là. Oui, il y aura aussi un temps, un temps de balade, une balade paysagère sur les prés au-dessus de la ferme, où différents intervenants vont un peu expliquer aux gens ce qui s'y passe sur ces terrains-là et ce qu'on peut voir aussi depuis là-haut, entre Molo et Storkonzon notamment, puisque on a une très belle vue. Mais en plus de ça, on va un peu questionner les gens qui nous accompagneront sur ce qu'ils voient et pouvoir avoir un peu des témoignages et évidemment sensibiliser toutes ces personnes-là à ce qui se passe ici. Sensibiliser, et puis l'objectif aussi, c'est qu'après, on peut passer à d'autres actions, quoi. Oui, les ateliers de l'après-midi vont un petit peu concrétiser ce qui s'est passé sur le terrain le matin, et on va pouvoir du coup redébattre de tout ce qu'ils ont pu prendre et apprendre le matin. C'est aussi chercher à ce que les villageois s'impliquent un petit peu dans l'avenir, quoi, parce que c'est vraiment la question, elle est vraiment là, quoi. Quel est le devenir d'une ferme qui existe depuis 40 ans, mais aussi quel est le devenir de leur environnement direct, et puis quel est le devenir du village. Parce que voilà, il y a quand même un espace qui est important, qui est collectif. C'est quand même une chance aussi dans notre secteur où 80% de la surface du foncier appartient aux communes. C'est des terres qui sont collectives, qui appartiennent donc à chacun. Et donc, c'est un héritage aussi des générations passées finalement, qu'on continue d'entretenir. Voilà, tout à fait. Je rappelle, juste pour un exemple, à l'époque de Napoléon, il y a eu le premier recensement qui a été fait sur Molo. Il y avait 3000 arbres fruitiers. 3000 arbres fruitiers. Il y avait 45 hectares de pommes de terre, alors qu'aujourd'hui, il y a encore quelques arts, quoi. Tout est parti, quand c'est pas parti en friche, c'est parti en prairie. Enfin bref, il y avait une toute autre vie il y a un siècle ou deux dans ce village, qui était un des tout premiers villages de la vallée d'ailleurs, avec Audrenne et Saint-Amarin. C'était les 3 premiers villages. Il y avait plus de 1000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 400. C'est un des rares villages dans la vallée qui a diminué en habitants. Tous les autres villages n'ont cessé d'augmenter. Et donc voilà, aujourd'hui, il est urgent de se poser des questions. Quel avenir pour notre village? Quel avenir pour nous, villageois, dans cet environnement-là? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à toutes ces grandes questions? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Alors pour conclure, Anne, pour en savoir plus sur la journée du 16 octobre, il y aura des flyers, il y a peut-être aussi un site où on peut avoir plus d'infos. Oui, alors on est en train de construire notre publication. Terre de Liens et le Parc des Ballons nous accompagnent largement sur ce sujet, puisque c'est presque un vrai métier, pas forcément le nôtre. Donc voilà, on va effectivement avoir des flyers et il va y avoir des invitations. On va peut-être travailler sur le site de la ferme pour ramener d'autres éléments. Mais pour l'instant, c'est en construction. C'était Une autre vie s'invente ici avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.